Bonjour à tous, merci d'être venus donc à ce rassemblement. Je vais vous faire une prise de parole et ensuite il y aura les autres organisations syndicales qui prendront également la parole. Comme vous pouvez le voir, j'ai mis mes lunettes de soleil et ça fonctionne bien, le soleil est présent aujourd'hui. Profitez-en, bronzez et faites-vous plaisir. Chers camarades de lutte, nous entrons dans la 3e période du marathon du rail que mènent les cheminots. Le gouvernement, si sûr de lui, démontre par ses propos d'une grande fermeté à l'encontre des cheminots sa fragilité et sa peur d'un soulèvement des travailleurs face à sa politique au service du libéralisme, n'ayant comme finalité que la casse du modèle social cher à notre pays. En ce qui concerne les rencontres avec le gouvernement, la devise pourrait être « Les réunions s'enchaînent, mais rien ne change ». Comme depuis le début des concertations, la ministre est restée inflexible. Elle considère qu'elle n'a pas à répondre aux questions et à continuer d'ignorer les arguments portés par les organisations syndicales. Nous sommes loin de la concertation tant vantée dans les médias. De plus, le gouvernement et direction rabâchent que tout est fait et qu'il n'est pas utile de faire grève. La position rigide et agressive démontre en fait un signe sérieux de fébrilité et leur peur que l'opinion publique soit majoritairement derrière les cheminots en lutte. Et le temps réel du 10 avril dans lequel la direction explique, je cite, « L'Assemblée nationale a adopté le 9 avril l'amendement du gouvernement sur le principe d'une nouvelle organisation de l'entreprise » n'a vocation qu'à démotiver et casser la mobilisation des cheminots. Contrairement à ce que prétendent gouvernement et direction de la SNCF, le vote ne signe pas l'adoption définitive de la réforme. Le calendrier législatif s'étend jusque fin juin, car n'oublions pas le processus législatif et les navettes entre l'Assemblée nationale et le Sénat. Mes camarades, soyons attentifs au son des sirènes de la division tentant de nous faire tomber dans le fatalisme. L'histoire n'est jamais écrite à l'avance et l'histoire sera celle qu'on écrira. Concernant la dette, politique et direction de l'entreprise agitent ce chiffon rouge depuis plusieurs années pour tenter de justifier les réorganisations successives qui ont fait des saignées dans les effectifs, mettent à mal les organisations du travail et ne permettent plus aux cheminots de rendre le service auquel ils sont attachés et que les usagers sont en droit d'attendre. 2014, 2016 et aujourd'hui 2018. Pourtant, les réorganisations des dernières années n'ont solutionné en rien la dette historique. Pire, de 1995 à aujourd'hui, celle-ci a plus que doublé. Ce qui montre bien que les différentes politiques menées ces 20 dernières années sur le libéralisme et l'ouverture à la concurrence n'ont fait qu'aggraver le problème de la dette à la SNCF. Sur ces 10 dernières années, 22 000 emplois de cheminots supprimés, alors que, dans un même temps, le nombre de filiales est passé de 187 à 1128. Par acquisition d'entreprises ou externalisation, c'est une logique bien éloignée de la raison d'être d'une entreprise publique, de service public, qui a été mise en place avec aujourd'hui un chiffre d'affaires des filiales qui représente la moitié de celui de l'Europe. À l'origine destinée à venir en complémentarité des activités ferroviaires, ces filiales sont aujourd'hui un véritable business, voire une obsession pour la direction, qui n'a pas hésité à investir 700 millions d'euros en 2015 pour l'achat de l'entreprise de messagerie OHL, somme équivalent au renouvellement de 22 rames TGV et un peu moins de 16 000 agents équivalents temps plein. Le mécanisme est peu connu, mais chaque activité reverse une redevance de 2% de son chiffre d'affaires au groupe. Pour TER, c'est 100 millions qui sont ponctionnés et 300 millions pour l'ensemble des activités de SNCF Mobilité. Autant de moyens en moins pour améliorer la qualité de service et le quotidien des usagers. Quand on sait que le mécanisme a été mis en place alors que la directrice de la stratégie de la SNCF n'était autre que Madame Borne, et vous pouvez la huer, vous avez le droit. Donc la directrice de la stratégie de la SNCF n'était autre que Madame Borne, actuellement ministre des Transports. Il y a de quoi s'interroger. Nous n'osons pas imaginer ce que les mêmes dirigeants pourraient faire si demain la SNCF devenait une société anonyme bénéficiant d'une large autonomie de gestion. 13 212, c'est le nombre de cheminots présents aux AG le 9 avril, soit 2000 de plus que le 4 avril. Il est essentiel que les cheminots participent aux assemblées générales
et diverses actions afin de maintenir la pression et d'obliger ainsi le gouvernement à revoir sa copie. N'oublions pas qu'en 1995, tout était joué et pourtant, la mobilisation historique des cheminots a contraint le Premier ministre à démissionner et le gouvernement a annulé son projet. Preuve que la lutte est et a toujours été le meilleur moyen de faire aboutir les revendications des travailleurs. Concernant le taux de grévistes, sur notre région, on nous annonce chaque jour de grève une moyenne avoisinant les 50%. La direction, malhonnête, comme à son habitude, nous fournit des chiffres globaux par établissement, sans aucun détail par UO, chantier ou résidence. De plus, les chiffres sont tronqués. Les grévistes sont comptabilisés sur l'ensemble de l'effectif, y compris les agents en congé, repos, VT, un salarié faisant grève 59 minutes, comptant pour 1/8 de grévistes. Et pour le nombre de circulations annoncées, sachez que les bus de substitution sont comptabilisés comme faisant partie du plan de transport. Quel étonnement de voir qu'avec 50% de grévistes sur notre région, seul un TER sur 10 circule. C'est pourquoi dans ce conflit, vous pouvez vous applaudir, c'est grâce à vous. C'est pourquoi dans ce conflit, notre relation avec les représentants locaux de la direction doit en tenir compte. Ils sont irrespectueux, malhonnêtes avec les grévistes, qu'ils ne comptent pas sur nous pour leur tendre la deuxième joue. C'est pourquoi, ces derniers jours, et face à la menace de la direction nationale de compter les jours de repos comme des journées de grève, prétextant que les journées de grève font partie d'une seule et même action des DCI, ont été déposées dans l'ensemble des établissements de la région et également la direction régionale. La réponse a été partout la même. Nous appliquerons ce que le national nous dit de faire. À croire que pour être en responsabilité dans un établissement, il faut laisser son cerveau à la maison. L'intersyndicale a donc décidé de déposer au niveau national une mise en demeure à la direction pour l'obliger à respecter et appliquer à la lettre les textes réglementaires. Et voilà pourquoi nous sommes ici aujourd'hui. La DFCA, Direction Fret Charbon-Acier, comprenez-le, le fret, n'a même pas daigné nous recevoir. Qu'à cela ne tienne, ils ne veulent pas nous voir, nous venons à eux. Au sujet de la réforme de l'entreprise, aujourd'hui encore, la CGT le rappelle. Il faut une réforme du système ferroviaire qui est asphyxié par les politiques successives qui n'ont fait qu'augmenter l'endettement et dégrader les organisations du travail et donc la qualité de service. On entend dans l'argument des politiques pro-réforme qu'un des problèmes dans l'organisation de l'entreprise est que localement, il n'y a pas de responsable qui englambe l'ensemble de la production et que chacun est responsable de son périmètre. Mais ce que ne disent pas ces mêmes politiciens, c'est que ces problèmes sont liés à la mise en place de la gestion par activité, découlant des décisions politiques suite au 3e paquet ferroviaire. Avant, un chef de gare était l'autorité de la gare. Aujourd'hui, il est le chef des briques et de la tapisserie. On nous vante également l'ouverture à la concurrence dans les pays voisins en Europe comme une réussite du monde ferroviaire. Pourtant, en Allemagne, le prix du billet a augmenté de 25% entre 1995 et 2015 et en moyenne 117% entre 2010 et 2017 en Angleterre. Pour la CGT, nous sommes favorables à une réunification de l'entreprise publique et à son décloisonnement. Les cheminots doivent savoir qu'ils ne sont pas seuls dans la lutte face à ce gouvernement. Les étudiants, mine et énergie. Les étudiants, mine et énergie, la fonction territoriale, les retraités, les hospitaliers, les pompiers, bref, une grande partie des travailleurs et citoyens aspirant à une société plus juste, équitable et fraternelle se dressent face à ce gouvernement autoritariste, individualiste et au service de la cupidité d'une poignée d'égocentriques. Le rapport de force que nous sommes en train de créer est d'un bon niveau. Nous devons l'amplifier en débattant avec les cheminots durant les phases de travail pour convaincre les indécis. Il faut également participer aux assemblées générales et aux initiatives prévues sur le site ferroviaire. D'ailleurs, aujourd'hui, nous devons réfléchir tous ensemble à mener des actions pour continuer d'obtenir la sympathie et l'adhésion
à notre cause de l'ensemble de la population. C'est pourquoi, sur proposition d'un camarade de lutte, nous souhaitons mettre en place une action mettant en avant que les cheminots sont engagés pour la population. Les stocks de dons de sang sont au plus bas actuellement. Montrons notre solidarité à la population et le grand cœur qui caractérise les cheminots. Le 19, journée d'action interprofessionnelle, où se tiendra une grande manifestation régionale à 14h30, porte de Paris. Les cheminots iront donner leur sang le matin, faisant par cela une action symbolique et un acte citoyen. Mais je laisserai Nicolas vous présenter l'action dans les détails après la prise de parole. Voilà, mes camarades de lutte, la proposition que nous vous faisons. Et affirmons-le haut et fort à ce gouvernement pour qu'il l'entende bien. Si la République est en marche, elle pourra compter sur les cheminots pour lui faire le croche-pied, faisant chuter sa politique individualiste.